Donc là, on a typiquement deux instruments là dont on a déjà un peu parlé, qui est le LTIF, l'autre qui est la Société de libre partenariat, qui sont des créations, l'une de droit français, la Société de libre partenariat, l'autre de droit européen, le fonds LTIF, avec à chaque fois des objectifs assez précis. Alors, on va commencer par la Société de libre partenariat. Bon, j'ai fait des slides assez complets, donc il y en a certains sur lesquels je ne parlerai même pas, et comme ça vous pourrez vous y replonger dedans, parce que j'ai voulu assez technique. Donc la Société de libre partenariat, c'est le dernier petit enfant, si je puis dire, né de la loi Macron, et qui est intéressante parce que c'est une vraie volonté des politiques de se mettre aux standards internationaux, on le verra dans 2 secondes, pour offrir un outil compétitif par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres places européennes. Donc c'est intéressant parce que c'est une société, donc en termes de gestion, ça met fin à ce modèle dualiste qui est évoqué, mais ça fonctionne dans un cadre très limité. Comme on va le voir, hein, c'est un FIA, aussi un autre FIA, et c'est surtout une société. Donc voilà, c'est pas un fonds, c'est pas une SICAV, c'est une société commerciale. Et c'est une nouvelle forme de société commerciale qui est aussi qualifiée de autre FIA. Alors l'objectif, c'est justement d'offrir un outil qui puisse être compétitif par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec les Limited Partnership, et puis surtout au Luxembourg avec la société en commandite spéciale, qui est vraiment l'outil qu'utilisent la plupart des fonds qui font du capital investissement, puisque vous allez le voir, c'est essentiellement un outil de capital investissement, alors que le TIF est plus large. Et donc c'est vraiment l'idée d'être compétitif par rapport à ce qu'il y a à l'étranger. L'autre point qui est loin d'être négligeable, vous le savez, c'est qu'un des avantages de Luxembourg et sa société, c'est que c'est une société, donc pour les conventions fiscales, ben, on a des traités internationaux sur des sociétés, on n'a pas de convention fiscale, qui très peu justement sur des fonds. Et c'est bien là le problème. Donc comment attirer une structure pour la rendre éligible à des critères pour des investisseurs, eh bien avec un traitement fiscal qui au moins soit neutre pour les investisseurs étrangers grâce au traité de double imposition. Alors, c'est une société, mais ce n'est pas une société en commandite simple. C'est le Canada Dry de la société en commandite simple, ça ressemble à une société en commandite simple, ce n'est pas une société en commandite simple, c'est une société, c'est une nouvelle forme juridique, hein, ce point est important. Trop souvent on pense qu'on a pris la forme de la société en commandite, non, c'est tout comme une société en commandite, mais c'est une nouvelle forme. Et ça doit être une société commerciale, d'où tout un pan de disposition dans le code de commerce, c'est à la fois aussi un FIA. Hein, donc ça ressort plus précisément de la directive FIA, et en l'occurrence, il s'agit de fonds ouverts à des investisseurs professionnels. Ce sont des fonds déclarés et non agréés, proprement dit. Donc, c'est un régime juridique inspiré de la commandite qui n'est pas identique, qui s'adresse aux investisseurs professionnels, dédié principalement au capital investissement, sans être réduit à cette utilisation. On ne voit pas pourquoi, effectivement, ça ne s'en servirait pas dans d'autres domaines, même si, effectivement, les promoteurs de cette nouvelle forme ont vraiment pensé capital investissement. Il y a encore des textes d'application, il y a un décret qu'on attend, le règlement général aussi doit être modifié de l'AMF, tout ceci est en cours dans les tuyaux, en train de sortir. Des instructions ont même été publiées il y a peu de temps. Donc tout ceci sera, j'allais dire, prêt début 2016, grosso modo. Donc dans la phase de création de la société des libres partenariats, ce qui est important, ce sont les statuts. Parce que le règlement général prévoit que les statuts, là aussi, tout comme le prospectus, peuvent être rédigés en anglais. Alors bien sûr, comme il faut déposer les statuts au greffe, on n'a pas encore vu beaucoup de nos greffiers être à l'aise avec la langue de Shakespeare, donc on demande que des extraits du statut, pour le coup, doivent être faits en français, mais le pacte social, en quelque sorte, peut être rédigé en anglais, tout comme le prospectus. Il faut bien sûr un dépositaire et au moins un commissaire aux comptes, mais pas de suppléant. Alors, à qui est destinée la société de libre partenariat? Donc, comme c'est une commandite, il y a des commandités et des commanditaires. Hein, je rappelle que la différence entre les commandites et commanditaires, c'est la question, pas seulement, mais de responsabilité, illimitée, personnelle et solidaire pour les commandités, alors qu'elle est limitée à l'investissement pour les commanditaires.
Donc les commandités, c'est tout un chacun. Les commanditaires, pour le coup, ce n'est pas tout le monde. Ce sont les professionnels, les investisseurs étrangers, vous avez les critères sous les yeux, des commandités, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais donc toute personne ne peut pas être commanditaire. Ensuite, la forme des titres. Alors là, les spécialistes du droit des sociétés on voit les cheveux qui se restent sur la tête, parce que du côté des commandités, eh bien, sur des parts, et du côté des commanditaires, eh bien, sur des instruments financiers. Allez savoir pourquoi. Enfin, si, on sait un peu pourquoi, parce que c'est plus simple en termes de traitement chez les investisseurs d'avoir des instruments financiers, donc des actions plutôt que des parts. Mais juridiquement parlant, que la même société puisse émettre des parts et des actions, c'est un peu bizarre, surtout pour une société de personnes. Et tout ceci sous forme nominative, puisqu'on est en encodé. Alors, comme c'est une société qui ressemble à la commandite, on n'a quand même pas, mais qui n'est pas une commandite, eh bien, on a profité pour faire un certain nombre d'exceptions par rapport au régime de droit commun de la commandite. La plus importante, c'est la première, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir le gérant parmi les associés. Et j'y reviendrai tout à l'heure. En termes de gestion, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir sous-traiter à l'extérieur ou nommer un gérant extérieur à la société de libre partenariat. Bien évidemment, comme toute société en commandite, il y a une responsabilité illimitée des commandités. Alors après, on sait comment ça se passe, on peut interposer une SAS, une SARL, etc. Attention au risque, bien sûr, de fictivité dans ce cas-là, mais ces schémas-là sont assez classiques, j'allais dire, dans le monde du capital investissement. Le mode de gestion, eh bien, comme on est dans le monde FIA, eh bien, on retrouve tous les principes de FIA. C'est-à-dire qu'elle peut être autogérée, cette société, comme elle peut être gérée par une société de gestion. Et je vais vraiment, c'est un truc à retenir sur la société, sur SLP, c'est vraiment celle-là. C'est soit forme autogérée, et tout ce qui s'ensuit au niveau des déclarations, agréments, et on va le voir un petit peu après, ou gérée par une société de gestion. Donc on a un gérant statutaire, toujours, même d'ailleurs dans le cas d'une gestion qui a été effectuée par une société de gestion, on a un gérant statutaire qui peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit un associé, soit un tiers dont le métier est justement de faire de la gestion. Ça peut être en théorie un commanditaire. Bon. L'autre option est donc de faire effectuer la gestion par une société de gestion sous forme d'une délégation, au sens où on l'entend à l'AMF. Cette délégation, encore une fois, ne décharge pas de l'intégralité de ses compétences sur le gérant, sauf pour la partie de la gestion financière. Donc on va avoir un double gérant, en quelque sorte, un gérant financier et un gérant statutaire. On va juste s'assurer que ça ne marche pas sur les pieds, bien évidemment. Voilà, alors une autre chose intéressante, qui est très propre au monde du capital investissement, c'est la possibilité, enfin sous un point d'interrogation, et jusqu'à un certain point, de laisser l'investisseur intervenir dans la gestion. Alors en vérité, ce n'est pas exactement la gestion, mais on va dire qu'il y a la possibilité pour les investisseurs de donner des avis et des conseils à la société, éventuellement contre rémunération d'ailleurs. Donc le commanditaire peut donner des avis à la société sur différents sujets. Donc ça, c'est par rapport au principe de non-interférence justement de droit commun, c'est une chose là aussi qui est une distinction par rapport au régime normal des sociétés. Voilà, alors si c'est déjà quelque chose d'un peu plus spécifique par rapport au droit des sociétés, ça l'est aussi en matière de droit des organismes de gestion collective, puisque vous savez qu'il y a le principe d'autonomie de la gestion, dont je rappelle d'où il est issu, parce que, je fais une parenthèse, je suis toujours surpris de voir le nombre de gens qui ignorent ce principe. Parce que souvent, les gens disent, mais quel texte? Aujourd'hui, on n'est plus que dans l'approche, je suis parti sur un dada, excusez-moi, hein. Montrez-moi le texte. Mais on n'a pas besoin de texte pour qu'il y ait un principe général qui s'applique. Et après, la commission des sanctions craque, elle tombe dessus en disant perte d'autonomie ou absence d'autonomie de gestion, et je vous sanctionne. Et un certain nombre de décisions de sanctions, j'en ai cité une ou deux, et le nombre de clients, c'est vrai aussi, qui me montrez-moi le texte qui dit qu'il faut une autonomie de la gestion. Ben non, on n'est pas dans le droit où j'appuie sur un bouton, hein, heureusement, il faut réfléchir. Donc voilà, j'ai fini ma sortie. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi ce principe d'autonomie de la gestion qui est mis à mal, pour le coup, qui est mis à mal par cette possibilité d'interférence, voire d'ingérence de l'investisseur. Alors, la rédaction des statuts, je ne vais pas rentrer
dans le détail, mais il faut un investissement obligatoire, il faut un ordre, il faut préciser aux investisseurs qu'on va se trouver dans les statuts, faire des choses assez classiques. Les statuts de la société constituent son prospectus, hein, donc là, 2 en 1 qui se coulent. Et puis, bien sûr, il faut prévoir les objectifs et caractéristiques du prospectus. Tout ceci, je passe. La diffusion du prospectus, c'est pas très intéressant, c'est assez classique, j'allais dire, donc c'est pas la peine d'y passer des heures. Même chose sur le reporting, on retrouve ce que l'on voit en matière de FIA, donc j'y passe pas des heures, vous verrez le détail dans ces slides qui suivent de manière assez classique. Même chose pour l'information mise à la disposition des investisseurs. C'est un FIA, puisque c'est un FIA, donc il y a une information précontractuelle, une information périodique, et bien évidemment, tout ceci doit être fait dans respect de la directive FIA. L'agrément de la SLP en tant que FPS, c'est possible. Hein. Une SLP peut être en même temps un fonds professionnel spécialisé. Hein. Donc dans ce cas-là, il faut un dossier de déclaration, parce qu'on est dans un fonds déclaré pas autorisé, encore une fois, un dossier de déclaration dont on vous signale ce qu'il doit contenir, et puis après, ben voilà, c'est autorisé après 8 jours, etc. Le mode de fonctionnement de la société autogérée, eh bien, il faut bien sûr l'agrément de la société en tant que société autogérée. Hein, on oublie trop souvent ceux qui disent, mais voir, tiens, on va créer une société autogérée, on n'aura pas besoin de voir passer par l'AMF. Ils n'ont pas compris que si, parce que la société autogérée, enfin le fonds autogéré, quel qu'il soit, comme il est autogéré, il doit être agréé de la même manière, de ce point de vue-là, qu'une société de gestion. Donc, même principe, encore une fois, hein, parce qu'on est toujours dans le mode FIA, donc la SLP autogérée, eh bien, elle doit être, pour le coup, agréée, hein, si ce n'est pas la déclaration, on est bien agréé en tant que société autogérée en qualité de gestionnaire. Bon, je passe sur un certain nombre de points sur la délégation dans ce cas-là, lorsque c'est autogéré. Encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve classiquement issues de la directive FIA. Je passe aussi. Bon, alors voilà, ce qu'il faut éviter, mais c'est propre à tous les FIA, c'est bien sûr que la délégation transforme la société ou le fonds en une simple boîte aux lettres. Vous savez que c'est un des aspects qui avait été longuement discuté lors de la directive FIA. Mais là, encore une fois, rien de spécifique par rapport à la directive FIA. Je passe aussi ces aspects-là sur le contrat de délégation, etc. Alors, on peut externaliser des tâches, des fonctions, comme tout fonds et comme toute société, dans des conditions qui sont prévues par le règlement et les instructions. Et l'exécution par un tiers de ces tâches ou de ces fonctions, bien sûr, doit faire l'objet de contrats. Si c'est un PS2E, une prestation de service essentielle externalisée, ben, il faut bien évidemment se reporter à ces principes-là. Encore une fois, rien que de très commun par rapport au monde qu'on connaît bien. Bon, là aussi, je passe. Externalisation. Donc voilà sur la société de libre partenariat, grosso modo, encore une fois, un instrument nouveau qui vient concurrencer le droit luxembourgeois pour l'essentiel, sous forme d'une société, nouvelle forme sociale, qui est en même temps un FIA. Tout autre est le Fonds européen d'investissement à long terme, FEILT en français pour l'acronyme, ou LTIF dans l'acronyme anglais, dont on nous a dit déjà un petit mot tout à l'heure, et qui lui, effectivement, a une logique différente. C'est une logique différente parce que là, autant la SLP c'était un statut de droit français, autant le FEILT c'est un statut de droit européen. Et vous savez qu'il y a peu de statuts de droit européen en matière de gestion collective. Et on rappelait encore ce matin que les 2 statuts préexistants sont plutôt des échecs. Donc là, la Commission relance un nouveau projet, espérant que cette fois-ci ce ne soit pas un échec, dans cette logique d'investissement à long terme auprès des entreprises. Donc, je reviens sur ce label, ce mot a été utilisé aussi, hein, effectivement, c'est un label avec une différence toutefois, enfin pas une différence, mais tout comme les 2 autres labels de droit européen, ils s'autosuffisent par eux-mêmes. C'est aussi, les gens ont un peu de mal à comprendre. Dire qu'on aime bien nos cadres, et en France on a plein de cadres différents, on a les FIA, on a les OPC, dans les FIA, on a plein de types de FIA, etc. Bon, ben voilà, ben le LTIF ou le FELT, c'est effectivement, ça rentre dans la case FIA, mais après, ça ne rentre pas forcément dans toutes les sous-labels ou structures plutôt qui existent. Je vais en parler tout à l'heure avec la consultation de l'AMF. Le règlement européen qui est d'application immédiate se suffit à lui-même, normalement. Simplement, en pratique, il ne se suffit pas à lui-même. Donc,
il y a tout un travail, non pas de transposition, mais d'adaptation, et la différence sémantique est importante, d'adaptation du droit national à la structure nouvelle de droit européen qui se suffit par elle-même pour que cette structure de droit européen s'intègre dans les structures de droit national existantes. Donc on va voir l'essentiel de la question, je vais plutôt insister là-dessus, c'est un LTIF va s'intégrer dans le mode des FPS et des organismes de titrisation. Bien, mais rien n'empêche en soi d'avoir un LTIF ou FILT qui soit autosuffisant par lui-même. Comment on ferait pour aller voir l'AMF demain et créer un LTIF qui ne soit ni un FPS, ni un OT ou autre? Ben, vous créeriez une SAS de pur droit commun, dont toutes les caractéristiques seraient comment dire, compatibles avec le règlement LTIF à la virgule près, et vous demanderez à l'AMF d'agréer votre SAS comme LTIF. Parfait. Je sais simplement qu'il n'y aura pas, dans ce cas, il n'y a pas de traitement fiscal à cette SAS. Donc vous êtes un traitement fiscal d'une société de droit commun. Donc personne ne va demander ce régime-là. Pourquoi on cherche à adapter le régime de l'LTIF au droit national? Parce qu'on a à chaque fois un traitement fiscal spécifique pour chaque type de fonds sous-jacent. Et en théorie, on pourrait créer une SAS qui soit un LTIF. Hein, c'est important d'avoir cet élément en tête. Hein. Donc, l'LTIF, bon, ça, je passe, c'est pas très intéressant. Je vais plutôt voir l'LTIF, il va pouvoir prendre différentes formes, FPS ou organisme de titrisation. Et comme on le va voir, effectivement, si c'est un organisme de titrisation, ça pourrait être une société ou un fonds, etc. On a vu tout à l'heure un fonds classique ou pas, enfin donc on va voir, mais je réponds tout de suite à la question, là, l'LTIF, un fonds non tranché. Un fonds non tranché, donc c'est la titrisation, comme on l'entend, En France. Hein? En France. Oui, en France. Oui, merci de la précision. En France. Encore une spécificité française. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un LTIF? Et les mots sont importants, c'est un fonds d'investissement à long terme. Donc, il faut voir quel type d'investisseur on s'adresse et quel type d'investissement on vise. Donc, tout d'abord, les actifs éligibles. Et il faut bien faire la différence entre les actifs éligibles et les investissements éligibles. Donc, les actifs éligibles. Les actifs éligibles, ce sont des entreprises de portefeuille éligibles. Un autre acronyme, l'EPE, c'est l'entreprise d'investissement éligible. Vous avez ici les caractéristiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas nécessairement une entreprise européenne. Ça aussi, les gens l'ignorent. On peut avoir un LTIF qui investisse dans des sociétés hors de l'Europe. Pour autant, encore une fois, vous avez vu, il y a des questions GAFI, machin, etc. Mais ce n'est pas un instrument d'investissement, alors qu'il s'appelle bien un Fonds européen d'investissement à long terme, et que l'objectif, c'est bien de financer à long terme les entreprises. Et quand on regarde à travers la ligne, c'est plutôt des entreprises européennes. Et pourtant, ça vise aussi des entreprises non européennes. Attendez, je suis perdu dans les trucs. Voilà. Alors, quels sont ces actifs éligibles? Eh bien, dans une entreprise, en capitaux ou quasi-fonds propres, dans les instruments de dette émis par ces entreprises, dans des prêts que le fonds, je vais y revenir après, peut consentir aux entreprises. Et puis, les autres actifs éligibles sont effectivement ces autres règlements, enfin, structures de droit européen, que sont les FK ou les UCEF, hein, pour reprendre les acronymes en anglais. Donc, les actifs éligibles, pour faire court, et si je supprime à la fin les autres catégories de droit européen, c'est tout ce qui permet de financer à long terme les entreprises éligibles. Alors justement, je suis perdu dans mes trucs. Voilà. Je suis vraiment perdu dans mes trucs. Alors oui, je fais une petite comparaison avec les actifs éligibles de l'organisme de titrisation. Bon, voilà. Après, on a les investissements éligibles. C'est encore une autre catégorie. Les investissements éligibles, ce sont les actifs éligibles plus les actifs éligibles au sens de la directive au CVM4. Donc vous voyez bien, on additionne, on a les actifs éligibles au sens du règlement actif, plus les actifs éligibles au sens de PCVM4. Et après, on a des principes d'exclusion, pas de vente à découvert, pas d'instruments dérivés sauf pour la couverture, enfin des choses assez classiques. Alors, quels sont les investisseurs éligibles? D'abord, les investisseurs professionnels, dont les définitions sont classiques, donc je passe. Hein.
Et puis les investisseurs de détail. Alors ça, c'est l'énorme nouveauté, c'est que les LTIF sont ouverts aux deux. Alors ça pose une énorme question en mode de distribution de cet instrument, parce que on ne sait pas comment pouvoir créer des LTIF avec des actifs tels que je les ai définis, qui intéressent à la fois, je parle en mode de distribution, hein, ici on est vraiment dans la distribution au sens plein du mot, des investisseurs professionnels et des investisseurs non professionnels, notamment par rapport aux questions de liquidité, bien évidemment. Donc les investisseurs de détail, bon voilà, il faut quand même un investissement minimum de 10 000 €, plus tout le détail que vous avez sous les yeux, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais que vous pourrez voir dans le détail. Mais ce qui est important, c'est que c'est ouvert aux deux. Comment ça fonctionne? Le LTIF, en comparaison par un organisme de titrisation, eh bien, un LTIF, il doit être géré par un gestionnaire de FIA. Donc, un LTIF, puisqu'il est géré par un gestionnaire de FIA, le gestionnaire de FIA doit être agréé en tant que tel. Donc, ceci exclut les gestionnaires de FIA qui ne sont pas agréés, mais simplement déclarés parce qu'ils sont en dessous des seuils européens. Donc, un agrément en tant que gestionnaire de FIA pour gérer un LTIF. Et puis, il y a bien sûr cette double autorisation, à la fois l'autorisation du gestionnaire et puis l'autorisation pour le fonds. Alors, je rappelle que l'importance, et aujourd'hui, quand on se creuse la tête, on se dit, mais c'est quoi finalement l'avantage de l'LTIF par rapport à tous les instruments qui existent? Ben, c'est le passeport européen du fonds, bien évidemment. C'est-à-dire que le fonds lui-même va avoir, et pas simplement le gestionnaire, comme le fonds vont avoir un passeport, et ce qui nous intéresse ici, c'est le passeport du fonds qui va permettre de commercialiser le fonds, enfin le fonds, je dis le fonds, le LTIF pour être plus précis, à travers, selon les principes du passeport, et ça c'est une nouveauté et sans doute un point important. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont déjà essayé de commercialiser un organisme de titrisation de droit français hors de France, bonne chance. C'est quasiment impossible pour tout un tas de raisons liées aux spécificités justement du droit français. L'avantage de l'LTIF, c'est comme on a un règlement européen qui est le même pour tout le monde, et bien quand vous allez commercialiser votre LTIF chez des Allemands ou chez des Luxembourgeois ou chez des Italiens, ils vont retrouver exactement la même chose dans l'LTIF de droit français passeporté en Allemagne ou Italie que dans le LTIF italien passeporté en France ou en Allemagne ou en Italie. Donc ce point est important, c'est sans doute l'avantage principal, pas le seul, l'autre étant les prêts bien sûr des LTIF. Alors justement, l'autre grande nouveauté qui fait l'objet d'une consultation de place par l'AMF, à laquelle je vais venir dans une seconde, c'est la possibilité pour le fonds de consentir des prêts. Et pas uniquement d'acheter des obligations, comme trop souvent on le voyait, ou d'acheter sur le marché secondaire des créances de prêts. Car trop souvent, les gens oublient que quand je suis dans un organisme de titrisation, l'organisme de titrisation ne peut pas souscrire en primaire des prêts, monopole bancaire, bien sûr, il achète le prêt ou la créance de prêt, même à un instant de raison, du moment que ça soit passé par un bilan bancaire, à un instant de raison. La grande nouveauté ici de l'LTIF, c'est que l'LTIF peut prêter directement aux entreprises qu'on a vu tout à l'heure, prêter, c'est-à-dire au sens opération de crédit du Code monétaire et financier. C'est donc dans notre droit une nouvelle exception au monopole bancaire qui est passée totalement inaperçue jusqu'à l'année dernière, point que les gens l'ont découvert, pour être franc, et pour laquelle l'AMF a lancé une consultation qui s'est terminée le 4 décembre de cette année, pour savoir dans quelles conditions il était souhaitable et possible et comment d'étendre cette possibilité de prêter aux entreprises, non seulement aux fonds LTIF tels que je vous les explique, mais aux fonds de droit français qui ne sont pas des LTIF. Donc les FPS et les OT, mais qui ne sont pas totalement compatibles LTIF. Je rappelle, pour simplifier le débat, que je reviens, l'LTIF c'est le règlement européen, donc soit vous êtes dans le règlement européen, vous êtes LTIF, soit, encore une fois, on va adapter à côté de ça l'LTIF au droit national, et l'adaptation de l'LTIF au droit national chez nous, c'est, pour faire court, les FPS et les OT, un peu les CPI aussi, les FPS et les OT, mais les FPS et les organismes de titrisation ne sont pas des LTIF. Par contre, si leurs caractéristiques sont identiques à celles des LTIF, l'objet de la consultation est de dire, ouvrons-leur la même possibilité que les LTIF en prêtant aux entreprises. Alors ça, voilà, je ne sais pas combien il y a encore eu de réponses à la consultation, mais sans doute un certain nombre, parce qu'il s'agit simplement de savoir si du coup on va introduire dans le droit français une nouvelle exception au monopole bancaire, non plus uniquement pour les LTIF, mais pour les fonds comme FPS et organismes de titrisation, pour prêter directement aux entreprises. Vous voyez cette différence, LTIF, instrument de droit européen, FPS, OT qui correspondent
au fonctionnement de l'ELTIF, mais qui ne sont pas des ELTIF, hein, instruments de droit français. Ce point est important parce que dans le mode d'adaptation, oui, ma langue a fourché, d'adaptation de l'ELTIF au droit français, l'une des questions que s'est posée l'AMF, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée depuis zéro une nouvelle catégorie juridique qui correspondra au LTIF de droit européen? Et tiens, pourquoi ne pas reprendre les vieilles SICAF? Parce qu'il n'y en a plus qu'une. Et dans ce cas-là, je transforme le régime de la SICAF et j'en fais un LTIF de droit européen. Trop compliqué pour tout un tas de raisons. Et donc, dans un premier temps, on a préféré adapter le régime de l'LTIF en rendant LTIF compatible des catégories de droit français que sont les FPS et les OT. Voilà, le reste n'a plus beaucoup d'importance, donc je passe. Parce que Belle est parti, donc Edouard, je ne sais pas, il sait pas faire. Et finalement, le gestionnaire, c'est les règles de droit commun, comme j'ai un peu dit sur le FIA, donc il faut éviter tout un nombre de trucs. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouvel instrument. Les investisseurs sont dubitatifs. L'investisseur au sens assureur. Les sociétés de gestion, dès qu'on leur parle d'un nouveau produit, elles sont intéressées, mais bon, pourtant que les investisseurs soient pas. Pourquoi les investisseurs sont dubitatifs? Ils ne voient pas l'intérêt de l'ELTIF, autre que le passeport, déjà pas mal, et autre que le prêt. Et pour le prêt, comme je viens vous le dire, d'autres instruments de droit français comme les FPS et les OT pourront aussi prêter. Donc, il est fort possible, j'allais dire probable, il est fort possible que l'ELTIF rencontre le même succès que les deux autres instruments de droit européen, c'est-à-dire un succès plus que mitigé, pour la raison, encore une fois, que ses avantages sont faibles, sauf si, comme ça a été évoqué aussi ce matin, à la fin, la Commission européenne pousse un traitement prudentiel en solvabilité 2 plus favorable pour le LTIF que pour les instruments de droit national. Et ça sera la carotte de la Commission, qui est de dire si vous investisseurs, vous investissez à travers un LTIF plutôt qu'un FPS, pour faire tour, vous avez une carotte en solvabilité 2 fois plus importante que si vous passez par le traitement solvabilité 2 pour le FPS. Donc le seul élément qui peut faire donner un avantage, c'est ce traitement prudentiel de solvabilité 2. Voilà, merci.